Le handball est fantastique, la voix enthousiastique. Plaisir de te retrouver à nouveau pour une nouvelle vidéo preview de cette Liqui Moly Star League qui va démarrer très bientôt. Ça s'approche, ça s'approche. Et comme tu as pu le voir en miniature, on va parler aujourd'hui de la première équipe non relégable de l'année dernière qui s'est sauvée, oh là là, mon Dieu, dans des conditions. On va y revenir dans quelles conditions ça s'est fait, puisque là, on va faire la preview des équipes qui étaient en Liqui Moly Star League l'année dernière. Et donc, Créteil, il s'en est fallu de peu pour que ce ne soit pas Créteil dont je te parle, mais certainement Saran. Puisque quand on va refaire un petit peu ce final épique, la façon dont ça s'est vécu, la façon dont ça s'est passé, tu vas voir que c'était absolument fou. Absolument fou ce qui s'est produit. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on rentre directement dans le sujet. Je vais lancer ici ma petite présentation, juste là, comme ceci. Tu devrais pas tarder à voir quelque chose. Voilà, j'ai partagé l'écran. Et maintenant, c'est bon. On y est. Alors, que je t'explique. Je me mets en mode plein écran ici, comme ça. Voilà, on va être dans des conditions intéressantes. Nous y sommes. Donc, c'est la preview de l'US Créteil Handball qui fête aujourd'hui ses 60 ans. Joyeux anniversaire à mon club, la Maison du Handball, puisque c'est là-bas que j'ai appris le jeu. Je suis rentré à l'US Créteil, j'avais 9 ans. À l'époque, j'en suis parti, j'en avais 18. Mais toujours est-il que c'était un sacré moment que j'ai vécu là-bas et c'est toujours avec beaucoup de tendresse que je me remémore mes années, que ce soit en minime, en benjamin, en minime, en cadet, en junior, du côté de Créteil. Et ça fait partie de ma construction en tant que bonhomme, en tant qu'individu. Donc ça sera toujours avec beaucoup de tendresse que je te parlerai des béliers dès qu'il s'agit d'intervenir dans le cadre d'enthousiastique. Ça, Créteil, c'est la maison du handball, c'est comme ça, c'est pas autre chose. Donc, on commence avec les béliers et donc on va revenir, oulala, sur, dans cette séquence, le Yago. Alors, je te rappelle que cette vidéo, elle est découpée en plusieurs parties et le Yago, c'est un petit peu le coup d'œil dans le rétroviseur. On voit ce qui s'est passé l'année dernière et autant te dire que là, si tu as un petit peu de temps, si tu as, voilà, prends-toi de quoi t'alimenter, de quoi boire, parce qu'on va se remettre la saison de Créteil et tu vas te voir que il fallait s'accrocher. Pour ça, je prends mes petites notes et en même temps, en complément de ce que tu peux voir sur l'écran, bah, tu constates que Créteil a fini 14e de la Star League avec 16 points. Donc en 30 matchs, 5 victoires, 6 nuls, 19 défaites. 893 buts marqués, ce qui en a fait donc la 11e attaque de la Star League contre 991 encaissés, la 14e défense. Créteil a été sauvé à la dernière journée dans des conditions que je vais te retracer dans quelques instants. Juste après t'avoir mentionné que leur plus grosse victoire, c'était justement dans un match qui a compté pour le maintien l'année dernière, lors de la 28e journée. C'était le 17 mai contre Saint-Raphaël, victoire sur le score de 37-30. Et la plus lourde défaite, c'était en première partie de saison, au mois de décembre, du côté de Nantes, défaite de 14 buts, 38-24. Et tu verras que Créteil n'a pas pris que... Enfin, si c'était la seule valise de la saison, mais elle en a pris pas mal. Et justement, on va avoir l'occasion maintenant tout de suite de revenir dessus. Alors, regarde bien ce qui s'est passé. Le club a 60 ans, donc je te disais. Mais quand on regarde la façon dont la saison dernière s'est déroulée, ben, c'est très simple. Lors des 8 premiers matchs, la série 2 nuls et 6 défaites, dont à l'intérieur, dans ces 6 défaites, les 5 premiers matchs de la saison, 5 défaites. Boum, ça te place le ton. On est parti pour faire une saison bien cracra du côté de Créteil. On voulait un schéma de jeu offensif virevoltant, mais seulement on prenait des trous d'air en défense. C'était vraiment des portes de salut. C'était compliqué, c'était dur à voir quand on supporte Créteil, de voir comment ça s'est passé ce début de saison. Ce qui s'est passé, c'est que la première victoire est intervenue notamment du côté, enfin, à la salle Robert Aubron de Créteil, contre Cesson-Rennes, sur le score de 36 à 33. Et Cesson, on peut dire que l'année dernière, ben, on leur doit une sacrée chandelle, hein, par rapport à la façon dont ça s'est déroulé. Parce que après cette victoire, cette première victoire qui a été donc le déclencheur, hein, pour les Béliers, s'en est suivi un match nul du côté donc de Saran, concurrent en direct pour la descente, 28-28. Puis après, s'est enchaîné une deuxième victoire contre Chartres et une belle victoire très offensive sur le score de 40-35. Mais après cette victoire contre Chartres, ouïe, aïe, 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 nouvelle série de défaites. 6 défaites d'affilée, dont deux énormes valises, un -11 à Montpellier et un -14 à domicile contre Nantes. Alors tu vas me dire que ces deux équipes qui sont complètement d'un calibre beaucoup plus perché que celui de Créteil, mais quand même, à un moment donné, il faut savoir se présenter. Et là,
on savait à ce moment-là que, bon, on savait qu'on n'allait pas jouer l'Europe, hein, on savait même pas qu'on allait, on savait même qu'on n'allait pas jouer le ventre mou. Là, il faut absolument mettre les barbelés, il va falloir se sauver pour maintenir justement l'activité de Créteil, pardon, en première division. Et donc, ce qui a arrêté cette série de 6 défaites, c'est un match nul à nouveau contre Saran. Cette fois-ci, c'est du côté de Créteil, à la salle Robert-Aubron que ça s'est passé, 31 partout. Et après, ben, même si match nul contre un concurrent en direct, et encore, ça ne nous arrange pas forcément, puisque sachant qu'au match aller, match nul 28 partout à Saran et match nul 31 partout à Créteil, au goal average particulier, c'est Saran qui l'emporte, parce que Saran, bah forcément, a mis plus de buts à l'extérieur que nous. Waouh! Bon, ben, c'est un match nul qui sert un petit peu de défaite, hein, puisque contre un concurrent direct, tu t'en sors pas plus. Et après ça, à nouveau, 4 défaites d'affilée. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, sur 11 matchs, entre guillemets, sur un hiver complètement pourri, sur 11 matchs, tu t'en sors juste avec un match nul et 10 défaites. Là, va envisager de te sauver à ce moment-là de la saison. Il faut quand même une sacrée grosse ressource morale, j'ai envie de te dire. Et donc, mais qu'est-ce qui s'est passé lors de la 23e journée? Déjà, j'ai cru comprendre qu'il y a eu, enfin voilà, au niveau de l'état-major du club, il y a eu une espèce de grosse réunion, gros rassemblement et essayer de rechanger un petit peu les mentalités. Puisque lors de la 23e journée, s'en est suivi donc après la série, donc notamment le -9 contre Montpellier, victoire contre le PAUC 31-27. Après 2 défaites, là on se dit, enfin après la victoire contre Aix, on se dit c'est bon, ça va repartir, sachant que en face, enfin devant, du côté de Ivry, de Saran, de Dijon, on se dit que les 3 concurrents directs pour le maintien, on se dit que ça va peut-être pouvoir passer, mais en fait 2 défaites de dingue. Bon, la première, elle pouvait être attendue. On prend -7 à Nantes, à la H-Arena. OK, 38-31. Ça arrive à des gens, comme on dit. Ça arrive même à des gens bien de perdre à Nantes là-bas. Par contre, le match d'après, perdre de 6 buts contre Dijon, 33-27. Dijon, lanterne rouge à ce moment-là de la Star League. Là, par contre, là, tu fais match nul contre Saran, 2 matchs nuls contre Saran, donc un ballottage défavorable avec eux, et tu perds chez le dernier, alors là, je ne sais plus quoi te dire. À ce stade-là de la saison, s'il y a des supporters cristoliens qui regardent cette vidéo, si à ce moment-là de la saison, vous pensiez que vous alliez pouvoir vous en sortir après la défaite contre Dijon, la personne qui y croyait, je veux qu'elle lève la main et qu'elle qu'elle dise, qu'elle se signale en commentaire et qu'elle me donne surtout les raisons pourquoi à ce moment-là elle pouvait y croire. Voilà. Ça, à un moment donné, il faut savoir être rationnel à un moment donné. Et puis après, malgré cette défaite à Dijon, ben en fait, quoi de mieux qu'un derby, un bon derby des familles val-de-marnais contre Ivry, en plus surtout que ça se jouait là-bas, ça se jouait à Ivry. Victoire à Ivry dans ce derby crucial lors de la 26e journée sur le score de 27-26. Victoire à l'arraché d'un but qui, d'un seul coup, on se dit, tiens, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? D'autant plus qu'après, s'en est suivi une victoire, enfin un match nul à la maison, donc après ce derby, match nul contre un prétendant européen, le meilleur résultat contre l'équipe la mieux classée qu'on ait eu contre Limoges sur le score de 32 partout. Mais après, lors de la 28e, victoire à Saint-Raphaël avec la manière 37-30 là-bas dans le Var, +7. Alors là, tous les espoirs sont permis. Alors, après ce match de Saint-Raphaël, il y aura une grosse défaite contre le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain devait absolument l'emporter à Créteil parce que pendant ce temps-là, il y avait une relance de la bataille pour le titre qui se jouait notamment avec Nantes et donc Paris se devait de gagner. Donc là, le Paris Saint-Germain n'a pas du tout fait dans le détail et d'ailleurs, c'était le seul match qui a été diffusé par beIN à ce moment-là, où j'ai pu voir l'interview, j'ai étudié, enfin, j'ai écouté très attentivement l'interview de Kamel Remili, le papa de Nedim, que j'ai connu en tant que joueur, enfin voilà, quoi, qui était dans l'équipe première à l'époque, dans les années 90. À l'époque, moi, j'y étais. Et j'ai senti son discours très poignant au sujet de ce qu'était l'identité banlieusarde de Créteil, que c'était un club qui se voulait être basé sur la défense. Kamel lui-même était un défenseur, c'était le défenseur de l'équipe. Et donc forcément, voir le club essayer de tenter des choses offensivement, perdre un peu son identité, je sentais que c'était quelque chose qui le marquait.
Donc, ce qui a été décidé à ce moment-là, c'était de resserrer les rangs et de retrouver une identité pour pouvoir simplement assurer la fin de saison et pérenniser voilà, la suite, l'avenir du club en Star League. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Eh ben, ok, il y a eu cette lourde défaite contre le Paris Saint-Germain, mais là, je te le dis, ça arrive là aussi pareil, ça arrive à des gens bien. Mais alors, lors de la 30e journée, le final de cette 30e journée, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est très simple. Avant cette 30e journée, la situation était la suivante. Dijon, relégué, 16e, ne pouvait plus espérer quoi que ce soit. Par contre, à ce moment-là, on avait Ivry qui était 15e avec 14 points et 14e, on avait donc Créteil 15 points et 13e, Saran 15 points. Donc dans l'ordre, 13e Saran, 14e Créteil, 15e Ivry. Créteil et Saran ont 15, Ivry 14. Ça se joue à un point près. Et c'est quoi le programme de la dernière journée? Créteil, donc, se déplace du côté de Cesson-Rennes et une finale pour le maintien. Saran reçoit Ivry. Aïe, 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 aïe. Attention, qu'est-ce qui va se passer? Alors moi, au moment où ont lieu les matchs, moi j'étais monté sur Paris pour aller voir la dernière de Nicolas Karabatic. C'était le Paris Saint-Germain contre le PAUC et ça s'est joué à Bercy. C'est-à-dire que c'était plus à Coubertin. Le Paris Saint-Germain avait déplacé l'événement du côté de Bercy pour l'occasion et avait fait 15 000 personnes ce soir-là. C'était une très très belle soirée. Mais dans le même moment, eh ben, on avait ce duel pour la descente absolument fratricide. Ah là là là, cette dernière de Karabatic en club, je m'en souviendrai, mais je me souviendrai aussi de cette journée une fois que je suis rentré, quand je me suis connecté à Handball TV, je ne voulais pas voir les résultats tout de suite. Et qu'est-ce que j'ai découvert? J'ai découvert que Créteil s'en était sorti miraculeusement en faisant match nul 31 partout du côté de Cesson-Rennes et que, contre toute attente, Ivry s'est imposé du côté de Saran sur le score de 29-27. Alors que Ivry, dans son effectif, a deux joueurs, dont Antonin Mohamed, dont on va parler, qu'on va faire la preview d'Ivry, Antonin Mohamed, et un autre joueur, je ne sais plus lequel à ce moment-là, qui ont signé pour aller jouer à Saran un an plus tôt. Ils ne pouvaient pas se douter qu'ils allaient être en position d'envoyer l'équipe contre laquelle ils jouaient en deuxième division. C'est un truc de dingue. J'aurais aimé savoir quelle est la réaction d'Antonin Mohamed, l'ailier gauche ivrien, sachant qu'il jouait contre une équipe avec son ancienne équipe de cœur Ivry et qu'il avait la possibilité d'envoyer l'équipe contre qui il jouait en deuxième division. C'est assez spécial comme sensation quand même. C'est assez bizarre. Et donc, ce qui s'est passé, ben, cette victoire d'Ivry et ce match nul donc de Créteil à Cesson fait que ben, Créteil se sauve à la 14e place du classement. Saran bascule à la 15e place et donc devient relégué. Et Ivry, du coup, passe devant à la 13e place et finit donc avec 16 points. Voilà comment s'est passée cette fin de saison absolument dantesque dans le bas de classement de la Ligue Imoli Star League. Je vais donc forcément en reparler quand je vais faire la preview d'Ivry, donc j'ai été obligé d'en reparler à un moment donné. Mais dis-toi bien une chose, euh, qu'est-ce qui va devenir pour Créteil à la suite? On va voir ça tout de suite parce que suite à cette fin de saison épique, ben, il y a des joueurs qui sont partis. Trois départs majeurs et un prêt. Kylian Rigaud, dans un espèce de swap avec Axel Cochery, est parti du côté de Tremblay. Après 5 saisons passées au club, des services rendus, des buts absolument dantesques qu'il a marqués. Il a fait en plus une saison où il a participé au maintien. Donc Kylian est parti du côté de Tremblay. Imari Edson est parti aussi et le gardien de but Dylan Soyer s'en est allé aussi également avec le maintien dans la poche. Salif Traoré, l'autre gardien, qui est parti en prêt du côté de Billière en deuxième division, et donc, Salif, lui, dont ses débuts en Ligue Moly Star League ont été assez épiques aussi dans un match contre Istres. C'était pas l'année qui vient de s'écouler, mais l'année auparavant. Enfin, il y a eu tous les deux gardiens qui étaient blessés. Il y a eu toute une histoire. Salif, si tu regardes cette vidéo, je te salue bien. Toi-même, tu sais à quoi je fais allusion. En tout cas, je te souhaite le meilleur du côté de Billière. Je sais que ça va bien se passer. Dans le Béarn, on sait recevoir les gens. T'inquiète pas, tu vas apprendre la vie là-bas. Donc, ça, c'était pour les départs. Mais maintenant, du coup,
Alors, j'ai mis la salle hall polyvalente. Non, ça, j'ai pas changé mon slide encore depuis l'histoire de Istres. Mais là, c'est bien le Palais des Sports Robert Roubron. Sur les slides suivantes, j'ai changé, mais j'ai pas changé sur celle-là. Je t'ai dit, on fait ça avec les moyens, mais la passion est là. Euh, Comment ça se passe au niveau de l'effectif? Dans les buts, donc tout en bas de mon slide, tu vois que c'est Anders Hansen qui a remplacé Dylan Soyer. Et Todor Jandrić, qui était déjà là l'année dernière, continue, le Croate, à être le gardien de Créteil pour la deuxième saison d'affilée. Sur la base arrière, on a l'Hongrois qui n'a pas été forcément très présent l'année dernière, Stranigianos, et qui va faire la doublette sur le poste avec Axel Kochry, un habitué de la région parisienne, un ancien d'Ivry qui vient à Créteil, mais qui est passé par Tremblay l'année dernière, et donc on va dire, dans l'échange avec Kylian Rigaud. Donc du coup, Axel Kochry et Stranigianos vont faire doublette côté gauche. Demi-centre, Alejandro Barbeto, j'aurai l'occasion de te parler de lui un petit peu plus tard dans cette vidéo, et Dorde Jekic vont faire la paire en demi-centre. Et du côté droit, on a Bruno Butorac, qu'on connaît très bien maintenant du côté de Créteil depuis quelques années, et Ayeva Belko, nouveau talent, jeune pépite qui va faire parler de lui très bientôt. Le petit Ayeva, on va en reparler aussi plus tard dans la saison. Sur la base avant, on a du côté gauche donc Samuel Dean qu'on connaît et Lucas Ferrandier, les deux ailiers qu'on connaît très bien depuis quelques temps du côté de Créteil. On a trois pivots, dont le capitaine Valentin Amann, qu'on connaît très bien, le cœur et l'âme de Créteil, justement. Rémi Leventou et Jason Muel pour compléter le poste de pivot. Et à l'aile droite, on a pareil aussi Emery Kanzuni, qu'on connaît très bien depuis un petit moment déjà, et Mario Lopez, le meilleur buteur de l'équipe, qui est là du côté droit, et on aura forcément besoin de lui pour assurer une mission maintien à nouveau du côté de Créteil. Maintenant, cette équipe est entraînée par Christophe Espard. C'est son quatrième passage après deux passages intérim il y a quelques années auparavant. Il est assisté de Dragan Pokucha. On va parler de Christophe Espard que j'ai connu à l'époque où il jouait. Déjà, donc on était dans les années 90. C'est un ancien, sur-ancien de la Maison Créteil. Et en fait, on va poser la question tout de suite dans le Money Time. Du neuf avec de l'ancien, quelle stratégie de jeu pour Christophe Espard? Euh, le directeur général, Kamel Rebili, a dit l'année dernière qu'il fallait que Créteil renoue avec sa racine défensive. Moi, j'ai grandi à l'époque de Philippe Desroses, hein, pour les anciens, les très anciens. Euh, c'est vrai que pour une équipe du calibre de Créteil, pour assurer le maintien, il faut que derrière, il faut que ça tienne. Si on prend pas plus, si on arrive sur les 30 matchs, on arrive à prendre moins de 27 à 28 buts deux tiers du temps, on peut envisager quelque chose. Mais toutefois, sachant qu'au niveau de ton effectif, tu n'as pas beaucoup changé et que les joueurs, enfin voilà, à moins qu'il y ait un spécifique sur la défense qui ait été fait de fou malade, de fou dingo, et qu'en face, pour les équipes qui sont dans notre catégorie et qui ne se soient pas renforcées, ce qui n'est pas forcément le cas, je ne doute, je pense que Créteil ne pourra pas passer le cut. Alors, je pense que c'est le projet de jeu que va faire Christophe Espard. Je ne sais pas s'il a la possibilité de le faire exactement, s'il va pouvoir y arriver, s'il a les moyens de ses ambitions. En tout cas, on va voir ça. Je vais cliquer par amour, par cœur, pour voir comment s'en sort Créteil. Je sais que là, lors des matchs de préparation, enfin le premier dont j'ai pu prendre connaissance du résultat, hum, comme on dit, c'est pas trop ça contre je sais plus contre qui c'était. Je crois que c'était Tremblay, je crois. Je sais plus exactement contre qui c'était. Mais là, ça ne l'a pas donné. Donc là, c'est une grosse question que je pose. S'il y a des supporters de Créteil qui regardent cette vidéo, j'aurais bien aimé avoir votre retour. Ceux qui suivent le club de manière un petit peu plus poussée, un peu plus proche, si vous pouvez me faire un retour, savoir si effectivement Créteil a les moyens de s'en sortir par la défense. Bon, je serais curieux de voir ça. Ok, on va voir, hein. Alors, un jeu défensif, c'est pas ça qui fait cliquer le plus, mais c'est ça qui permet d'avoir des résultats concrets. Dans le handball, en tout cas, ça se vérifie. Et concernant Christophe Espard, il fait partie des meubles. Je pense que faute de mieux, on a tenté Fernando Barbeto, qui est donc c'était une bonne idée de le prendre, mais il voulait un jeu assez offensif, jouer sur grand espace, un petit peu virevoltant. Sauf que ça a marché à certains temps, mais après, quand tu as des véritables portes de saloon derrière et les blowouts qu'on a pris, ben, on peut se poser des questions. À voir. Moi, je demande qu'à être surpris que Créteil fasse quelque chose de sympa dans cette Star League, mais
J'ai tendance à penser que vraiment la place, et compte tenu du projet de développement de Saran, euh, Saran avait certainement un peu plus sa place que Créteil, mais non, après, c'est sur le terrain qu'il faut le prouver. Mais en tout cas, ça m'étonnera pas qu'on revoie Saran l'année prochaine, qu'il fasse la remontée illico. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, Créteil, cette année, je pense que ça va être dur. Donc, tu as vu, la masclide, elle a changé. J'ai mis Palais des Sports, Robert Aubron. Et donc, dans cette séquence, on parle de l'expert de défi. L'expert de défi, on parle du joueur donc qu'on va suivre précisément et qui va nous faire cliquer pour regarder donc sur Handball TV ou bien si tu te trouves pas loin de la salle Robert Aubron, aller voir ce joueur-là précisément. Et moi, je parle précisément d'Alejandro Barbeto, demi-centre, 23 ans, donc fils de l'ancien entraîneur qui a précédé Christophe Espar. Il est en constante progression. D'année en année, Alejandro prend de la place, prend du plomb et tu vas voir que l'année dernière, il est un artisan majeur du maintien des Béliers en Liqui Moly Star League. Il a joué tous les matchs de la saison dernière, 30 matchs en 23-24, donc il a marqué 4,2 buts par match à 65% de réussite. Il a marqué à 126 reprises, c'est le deuxième meilleur marqueur de l'équipe après Mario Lopez. Et il est accrédité de 2,7 passes décisives. Donc, il sait faire les passes qu'il faut, surtout une belle relation qu'il entretient au poste de pivot avec Valentin Amann. Et 0,6 interceptions. Donc, il sent le jeu en défense. Il peut effectivement voilà, aller gratter quelques ballons pour marquer sur grand espace dans des buts faciles. Dans des buts faciles, dans des tirs faciles, pardon, et donc non forcés. Aussi, il est accrédité de deux grosses prestations, toutes les deux contre Cesson, au match aller, où il a marqué 9 buts à la salle Robert Aubron, et au match retour, donc le match du maintien, il a marqué 10 buts. Donc sa prestation, il a été le meilleur marqueur de cette rencontre pour le match du maintien. Donc autant dire que Alejandro Barbeto, s'il faut prendre ses responsabilités, eh ben, il sera là. Et c'est pour ça que je vais le suivre, parce que s'il lui va bien, s'il tient l'équipe et s'il y a du monde pour pouvoir le relayer, Créteil peut avoir des chances de s'en sortir, même si moi j'en doute parce que je trouve que l'effectif est un petit peu limité. Néanmoins, voilà, il y a quand même Alejandro Barbeto qu'il faut surveiller et je sais que le Catalan fera tout ce qu'il faut et qu'il grandira encore. En tout cas, Créteil, c'est un cocon, c'est un club de formation et je sais que il peut être pisté par d'autres clubs pour pouvoir après, on va dire, s'améliorer, grandir et pousser, soit en France ou soit dans un autre club à l'étranger. Mais en tout cas, Alejandro Barbeto à suivre pour cette saison. Le futur, qu'est-ce que je vois pour Créteil? Ben, tu le vois sur l'écran. 5 victoires, 2 nuls et 23 défaites. C'est-à-dire que, en gros, ça fait un bilan, 5 victoires, ça nous fait 12 points seulement. Et donc, ça fait pas très haut. C'est un petit peu la moyenne en dessous de ce qu'il faut avoir pour pouvoir espérer se maintenir en Ligue Moly Star League. Pour moi, les victoires que je les vois obtenir, c'est du côté de Chartres, à Ivry, à Cesson, à Saint-Raphaël, du côté de Tremblay. Donc, quand tu te regardes, quand tu vois ces équipes, c'est des équipes qui sont à la portée immédiate de Créteil. Chartres et Cesson et Saint-Raphaël, à un degré moindre, sont un petit peu au-dessus dans la hiérarchie. Ivry et Tremblay sont dans la catégorie de Créteil pour ne pas descendre. Et les matchs nuls que je vois, bah, je vois Créteil ne pas gagner de la saison contre Istres. Je leur vois faire au mieux un match nul. Et je vois aussi un match nul comme ça. Alors, j'ai mis Dunkerque. J'aurais pu mettre une autre équipe, hein. Tu vois, ça peut être une équipe du niveau de Dunkerque, quoi qu'il en soit, dans le milieu de tableau de la Star League, pour pouvoir aller arracher un point et voire peut-être espérer. Mais là, une idée me dit, alors c'est mon idée, c'est mon opinion, je peux complètement me tromper, hein, et je ne demande qu'à me tromper. Une idée me dit que ça va pas suffire malheureusement et que Créteil est beaucoup trop juste, un petit peu comme Istres, pour pouvoir espérer mieux dans cette Star League. Après, tout peut se passer, hein, il peut se passer tout un tas de choses. On verra comment ça va évoluer. Et donc, quand on fait le bilan pour l'instant avec l'ensemble des previews que je t'ai faites, c'est la troisième preview que je fais depuis que je me suis lancé dans cette série. On a donc Tremblay avec 15 points, Créteil donc 12 points, Istres 8 points. Donc pour l'instant, mes deux relégués sont Créteil et Istres, puisque dans la suite des previews, tu verras que je vois des équipes avec un bilan un petit peu plus conséquent que les trois équipes que je t'ai présentées. Mais de ces trois équipes-là, à mon sens, Tremblay devrait terminer devraient se sortir du pétrin. En tout cas, je vois leur effectif plus solide que ceux de Créteil et de Istres. Donc voilà, on en a terminé pour cette présentation de Créteil.
dans le cadre de de ces previews vers les étoiles. Je vais arrêter tout de suite le partage d'écran. Voilà, tu me vois en entier. Merci au studio Live Media pour pouvoir me prêter un petit peu leurs moyens de production pour que je puisse te réaliser ces previews. C'est un énorme plaisir pour moi que de te proposer ça. J'en ai terminé pour la preview de Créteil. On se retrouve donc demain avec une nouvelle équipe qu'on va analyser, dont on va étudier le parcours l'année dernière et voir les effectifs en présence et voir comment on va pouvoir envisager la suite. C'est une équipe, je te donne un indice, qui joue en rouge et noir. Il n'y en a pas des milliers. Et non, ce n'est pas Nice et ce n'est pas le Milan AC. Tu t'es trompé de sport. Voilà, je te souhaite une belle journée. On se retrouve demain à la même heure pour une nouvelle vidéo. Tu commentes, tu likes et tu partages à tes amis supporters de Créteil notamment. Je sais que ça va pouvoir les intéresser. Ce qui m'intéresse, c'est d'entamer une conversation de qualité autour de l'équipe des Béliers. Et j'en suis un, je suis estampillé Bélier à vie. Passe une belle journée et à demain pour une prochaine preview en rouge et noir. À très vite.